Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans votre émission. Nous poursuivons nos échanges toujours avec Monsieur Ilboudo. Bonsoir Monsieur Ilboudo. Oui, bonsoir Gloria. Il était avec nous la semaine dernière et avec lui nous avons parlé de son parcours. Aujourd'hui nous allons parler de ses ouvrages. Monsieur Ilboudo, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Déjà dites-nous qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Bon, en fait plusieurs. En fait il s'agit seulement de 4 ouvrages. Ok. Bon, le premier produit en 2002 je crois. Première édition. Deuxième édition en 2004, troisième édition 2008. Donc, comment concevoir une radiodiffusion, je crois. Permettez, parce que les vieilles mémoires, là, comment créer et gérer une radio associative. D'accord. Et le second, c'est comment produire des programmes pour une radio associative. Ça a été produite aussi en 3 éditions, qui a connu un succès national. C'est ce qui explique qu'il y a plusieurs éditions, et même en Afrique centrale, particulièrement en RDC, où ils ont équipé les radios, ont doté les radios associatives de ce document. En fait, l'idée, c'est qu'à l'époque, j'étais directeur des études du Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou. Okay. Et avec la déréglementation, il était permis maintenant aux individus, aux associations d'ouvrir et de créer, de gérer des radios. Et là, je recevais régulièrement des gens qui venaient, c'est un peu dire, la question qu'ils posaient, moi je vais créer une radio, comment il faut procéder? Je vais créer une radio, comment construire le programme? Bon, il arrive que je répète ça aujourd'hui, le matin, quelqu'un d'autre vient le soir, je répète la même chose. Le lendemain, je dis, mais au fond, plutôt que d'avoir à répéter avec plus ou moins des insuffisances, là, autant écrire. Comme ça, si les gens viennent, tu leur donnes le document. C'est plus fiable que d'attendre que les gens viennent pour demander à savoir comment faire. Dès que tu expliques, il faut quitter la tradition orale, là, et faire quelque chose d'écrit. C'est ça qui m'a amené à écrire ce livret-là, comment créer et gérer. Et son pendant, c'est la production des programmes. Voilà, c'est ça qui m'a amené à produire ces 2 ouvrages. Et le troisième, qui est intitulé « Gérer une station de radiodiffusion », ça c'est le bureau régional de l'UNESCO, Bamako. Il m'avait demandé, constatant que les radios associatives avaient des problèmes dans la manière de la gestion des hommes. Bon, entre parenthèses, j'ai reçu une formation en gestion des ressources humaines, aussi en management, et puis aussi en formation de formateur. Alors donc, avec les éléments, ils m'ont approché pour demander si je pouvais rédiger un guide pour la gestion des radios associatives pour les radios locales du Mali. C'est là qui m'a amené à rédiger le 3e ouvrage. Le 4e qui vient de paraître, comment préparer et bien vivre sa retraite. J'ai pris ma retraite en 2009. J'avais donc 60 ans et je suis parti à la retraite. Et après l'OBM, après avoir dirigé l'OBM de 2012 à 2015, en 2018, on m'a appelé pour diriger l'ACI, l'Association des retraités de la communication et de l'information. Et puis, vous savez, dans la vie, pour notre génération, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Parce que moi, après avoir quitté l'OBM, j'aspirais à un repos, à une certaine tranquillité. Parce que diriger les associations, c'est des stress, il y a des pressions, les gens ne paient pas des cotisations, et puis il faut que ça marche, etc., etc. Donc, quand j'ai quitté l'OBM en 2015, j'aspirais à un repos. Et quand je disais, il y a des gens, lorsqu'ils vous demandent quelque chose, vous pouvez pas refuser. Il s'agit de regretter Joachim Zongo, qui a été un grand frère pour moi, qui a su manœuvrer avec intelligence. Parce qu'un jour, il m'a dit de l'accompagner voir notre grand frère à tous,
Roger Nkiema, qui était le président d'honneur de l'ARCI. Quand je suis allé, vous ne savez, après les civilités, il m'a dit, il voudrait me demander de diriger l'association. Bon, à ce moment-là, j'ai accepté. J'ai dit, bon, j'accepte, mais comme je sais que vous êtes là pour me conseiller, c'est là que j'ai accepté d'être président de l'ARCI de 2015 à 2018. En 2018, donc, quand j'ai quitté l'ARCI, j'aspirais à un repos. Le même Joachim est revenu me voir pour dire, au niveau de l'association nationale, il y a le secrétaire général qui, ça fait 20 ans qu'il est dans l'association. On dit en passant, c'était mon maître d'école. Okay. Il est là, il est fatigué, il voudrait un remplaçant. Et je viens te demander si tu veux bien le remplacer au niveau de l'Association nationale de retraités. C'est là que je me suis retrouvé là-bas en 2021, donc le repos s'est remis à plus tard. Donc, au niveau de l'ARCI, au niveau de l'Association nationale des retraités, c'est les postes d'observation des retraités. Okay. Je vois comment ils vivent, comment ils réagissent, comment ils comportent, comment ils parlent. Okay. Les observations m'ont fait faire le constat suivant. Il y en a qui vivent bien la retraite, mais il y en a qui vivent moins bien la retraite. Et quand il y a un même qui m'a dit qu'il a été surpris par la retraite. Je dis non, on ne doit pas être surpris par la retraite. Je me rappelle le feu Barak Garango, qui était ministre des Finances, l'intendant Garango, qui était ministre des Finances, qui disait dans les années 70, quand on prenait service dans la fonction publique, il disait que la retraite, on commence à la préparer le premier jour où on commence à travailler. Oui. Donc, il y a nécessité de préparer la retraite. Je me suis dit, bon, dans ces conditions-là, il y a quelque chose à faire pour que les gens prennent conscience qu'il faut préparer la retraite pour bien la vivre. On ne doit pas être surpris par la retraite. C'est là que je suis venu à l'idée de rédiger ce guide qui s'articule en 3 parties. Donc, la première partie, c'est les généralités. C'est savoir ce que c'est que la retraite. Avant de parler de quelque chose, il faut la définir, ce que c'est que la retraite. Ensuite, les différents régimes de retraite. Selon qu'on est fonctionnaire ou du privé, ça se présente autrement. Ou même du corps des magistrats, ça se présente autrement. Et je présente ces spécificités-là. Et aussi les dispositions à connaître quand vous êtes un fonctionnaire, vous devez à la retraite, comment vous devez procéder, les dossiers à remplir, etc., etc., etc. Et ensuite, les différents types d'allocations et de pensions. Quand vous serez à la retraite ou avant, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale et la Carrefour qui paie des allocations, la pension, les pensions de réversion. Il faut connaître ces différents types de pensions pour pouvoir revendiquer lorsqu'il s'agit de ces droits. Et aussi la question de la coordination des régimes. C'est-à-dire que la coordination des régimes, vous pouvez travailler dans le public et ensuite dans le privé. Quand vous serez à la retraite, comment faire pour la pension? Avant, il y était toute une difficulté. Mais maintenant, il y a une loi qui a été adoptée, ce qu'on appelle la loi de coordination des régimes. Alors, les 2 caisses-là se mettent ensemble pour voir qui va vous payer et il n'y aura plus de problème à ce qui concerne ceux qui ont travaillé dans le public et ensuite dans le privé ou vice-versa. Bon, je traite également un chapitre pour montrer comment calculer le montant de sa pension. Également, le montant de l'indemnité de départ à la retraite. Là, c'est la première partie du document. La seconde partie, que j'estime très importante, c'est préparer sa retraite. Il faut commencer d'abord par avoir une vision. Autrement dit, qu'est-ce que je veux faire à la retraite? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je souhaite faire ou devenir à la retraite? Si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire là, vous naviguez à vue. Et si vous voulez devenir par exemple un expert ou un consultant, on montre des chemins, notamment l'auto-formation, les étapes d'auto-formation. Donc vous commencez d'abord par une vision. Ensuite, s'assurer un logis. J'ai dit, si vous êtes à la retraite et que vous êtes toujours en location, c'est un drame. C'est ça. Parce que quand vous sentez que le bailleur va venir, ça fait un stress si vous n'êtes pas à mesure de pouvoir payer. C'est ça. Et à la retraite, on n'a pas besoin de stress, on a besoin de sérénité, de calme et de paix.
Alors, je recommande, il y en a il y a des fonctionnaires, je donne des cas précis, hein, des fonctionnaires qui se sont installés dans les zones communément appelées non loties, zones d'habitation spontanée, Oui. hein, mais qui n'ont pas regretté. Hein? Il y en a qui ont fui ça et maintenant ils regrettent. Ils avaient su se répartir. Donc, il faut s'assurer un logis. Également, si vous avez des enfants en bas âge étant à la retraite, c'est un drame. C'est aussi un stress. Or, à ce stade-là, on n'a pas besoin de stress. Et puis, vous savez gérer ses finances. Si vous prenez un prêt, sachant que vous allez à la retraite dans 1 an, et qu'on vous donne un prêt pour 5 ans, ça, c'est un stress supplémentaire qu'on vous donne. Donc, vous devez savoir gérer vos finances. Bon, il y a aussi l'assurance maladie. Vous savez, il y a une campagne en ce moment sur l'assurance maladie. J'explique ce que c'est que l'assurance maladie, les avantages de souscrire à l'assurance maladie, parce que vous et les membres de votre famille sont protégés et couverts. C'est vrai, c'est à 70%, mais c'est quelque chose. Là, c'est à titre curatif. Mais aussi, je parle de la visite médicale des retraités, qui est à titre préventif, que chaque année, vous pouvez passer devant chez le médecin, on voit comment vous vous sentez. Bon, et j'insiste sur la bonne éducation à donner à vos enfants. Ça fait partie des éléments de préparation. Et je recommande même que si vous pouvez prendre des prêts scolaires pour envoyer vos enfants dans les meilleures écoles et établissements, vous ne regretterez pas. Vous allez en faire des cadres hautement qualifiés, hautement compétents, et ils s'en sortiront toujours. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est l'éducation à donner à vos enfants. Il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut pouvoir passer aux enfants. La solidarité entre eux, l'amour du travail, travail bien fait, etc., etc. Je cite un certain nombre de valeurs dans ce livre-là. Mais j'insiste particulièrement sur le sens du partage. Venir en aide aux plus démunis. Et je résume en disant, il ne suffit pas de dire aux enfants, faites ceci, et que vous, mais en tant que parents, donnez l'exemple. Parce que le comportement est beaucoup plus impactant que les propos, etc., etc. Je dis, si vous le faites, les enfants vous seront reconnaissants et vous serez fiers d'eux. Et j'ai donné des exemples dans le livre des enfants qui font des gestes ou des machins pour leurs parents. Bon, moi, personnellement, j'ai bénéficié d'une voiture. Bon, bref, je donne d'autres exemples comme ça. Mais parce que vous avez mis le paquet, vous avez assuré une bonne éducation et qu'ils savent qu'il faut honorer père et mère, qu'il faut les assister et que, avant tout, vous avez investi pour que ce soit des cadres hautement qualifiés et compétents. Donc, ils ont de bons revenus pour pouvoir venir. Bon, je donne des exemples dans le... préparer la relève au niveau de son service. Quand vous êtes un chef de service et que vous sentez que vous allez partir à la retraite, vous pouvez déjà préparer quelqu'un pour vous remplacer. Ce n'est pas évident que l'administration va vous suivre, peut nommer quelqu'un d'autre. Mais mieux vaut préparer quelqu'un pour la relève. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je cite ce que quelqu'un a dit, si vous n'arrivez pas à préparer la relève, un succès sans successeur est un échec générationnel. Si vous brillez dans votre poste là, vous n'avez pas préparé quelqu'un, vous n'avez pas tellement brillé. Bon, je parle aussi de la retraite complémentaire, c'est-à-dire la retraite en ce moment ne suffit pas toujours le montant qu'on a. Donc on peut souscrire à une retraite complémentaire auprès des assurances. C'est-à-dire chaque fois à la fin du mois, la CNSS ou la Carrefour qui retient votre pension, mais vous pouvez parallèlement aussi verser. Et aussi, je sais que la CNSS est en train de préparer en ce moment cette possibilité-là pour assurer une complément. Bon, je parle aussi de l'assurance volontaire. L'assurance volontaire, c'est-à-dire que ça, c'était une assurance obligatoire. Maintenant, elle est volontaire. C'est-à-dire, le vendeur de piment au marché, là, peut aller souscrire à une assurance volontaire et chaque mois, aller verser quelque chose qui correspond à son standing de vie. Ça, c'est ce qui est ouvert depuis quelques années. Donc, l'assurance pour la pension. Maintenant, la troisième partie. Je recommande de mener une vie intellectuelle quand on est à la retraite. Et c'est très important. Faire travailler les méninges. Surtout quand vous avez passé le temps, votre carrière, à écrire, à consulter des documents. Et que subitement, les méninges ne travaillent plus.
il y a un problème. Ça va accélérer le processus de vieillissement. Donc, vous devez chercher une activité intellectuelle. Apprendre à jouer de la musique, apprendre du piano. Je dis même que la combinaison des chevaux, la course hippique, là, est aussi un moyen pour faire travailler les ménages. Mais ne mettez pas toute la passion dedans. Et puis, il y a aussi certaines confessions religieuses qui estiment que c'est haram. Bon, bref. Mais il y a également des cas où les parents investissent tellement sur l'éducation des enfants, mais malgré tout ça, les enfants ne réussissent pas tellement. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Vous pouvez les inscrire dans une bonne école pour une bonne éducation, mais malgré ça, l'enfant va refuser. Vous parlez de la formation, de l'instruction. Oui, parce que vous avez dit de prendre des prêts et d'inscrire les enfants dans de bons établissements. Dans de bons établissements. Est-ce que le parent qui prend un prêt pour inscrire son enfant dans une bonne école, et malgré tout ça... Bon, il faut que ce soit une filière dans laquelle l'enfant se sent à l'aise. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui tiennent à ce que leur enfant soit médecin. Et l'enfant ne veut pas être médecin. À partir du moment où ça ne concorde pas, vos intérêts et ceux de l'enfant, il y a un problème, il ne peut pas réussir. Mais si l'enfant lui-même a choisi une filière que vous n'approuvez pas toujours, mais s'il laisse son choix, mettez le paquet en insistant. J'ai mis le paquet, je me suis privé, il faut que tu réussisses. C'est un défi que tu dois relever. Donc, il est important de tenir compte des desiderata, de l'intérêt des enfants par rapport aux écoles. D'accord. Bon, donc, mener une activité intellectuelle. Et j'ai donné l'exemple ici de Pierre Dabiri, qui est décédé à 92 ans, mais à 3 mois avant son mort, il a publié son dernier roman. C'est dire qu'il a continué à faire travailler ses méninges. C'est très important quand on est à la retraite, de continuer à faire travailler son cerveau. Quelqu'un a plaisanté en disant que si vous ne faites pas travailler le cerveau, il va penser que vous êtes mort. Il va déclencher le processus de votre mort. Donc, faites travailler ça, c'est pour plaisanter. Il faut aussi avoir un bon état d'esprit. Quand vous êtes à la retraite, il faut être optimiste. Il ne faut pas avoir le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié rempli. Il faut être un bon esprit, optimiste dans la vie. Voir le bon côté des choses. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là? Le livre-là, on peut le trouver à Jeunesse d'Afrique. Il vaut 2000 francs. Ou à l'Association nationale des retraités. D'accord? 2000 francs. 2000 francs. C'est à la portée, non? Oui. Il faut surveiller sa santé. Je vais aller vite. Avoir une bonne alimentation. Avoir une vie sentimentale et sexuelle active. Mener une activité physique et sportive, entretenir de bonnes relations sociales, se reconvertir professionnellement, et conserver sa spiritualité. Et là, j'insiste beaucoup que le retraité doit travailler comme s'il allait vivre longtemps et prier comme s'il allait mourir demain. Donc, il doit rester en contact avec Dieu. Et j'ai fait un paragraphe sur la préparation à la mort. La préparation à la mort? Oui, à sa mort. Je sais que lors d'une conférence à Léo devant les retraités, quand j'ai évoqué cette question, il a dit non, il ne faut pas parler de mort ici. Mais la mort n'est pas une probabilité, elle est une évidence, une certitude. Autant l'accepter et la préparer. Et je donne des éléments de préparation. D'abord, je donne citer le cas de quelqu'un qui a fait un caveau au cimetière municipal, qui a acheté son cercueil, qui a posé son livret de chrétien posé dessus. Ça fait partie de la préparation. Et d'autres éléments. Bon, je termine par le partage du patrimoine. Il faut y penser parce que beaucoup de familles ont été fragilisées après le décès du chef de famille sur le partage de l'héritage. Il y en a qui se sont traînés au tribunal, il y en a qui se sont empoisonnés, il y en a qui ne se parlent plus à cause de ça. Non. Si vous êtes dans votre tombe, là, c'est comme ça, et vous allez tourner en rond. Donc, il faut penser déjà à ce qu'on va faire, si vous pouvez, avec les moyens. Vous dites déjà, voilà ce que je souhaite qu'on fasse après ma mort, ceci ou cela. Et je m'adresse particulièrement aux intellectuels qui ont attaché beaucoup de livres dans des cantines ou des documents. De prendre l'exemple de la famille de Kizerbo.
ils ont remis sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale. Je crois que la famille de Sangoulé Lamizana aussi a fait ça. Bon, les cassettes, etc. etc. Voilà, grosso modo, un résumé du livre qu'on peut trouver à Jeunesse d'Afrique. D'accord. De 2007 à 2011, vous avez été président du jury au Galien. Oui, c'est vrai. Et quels sont les critères de sélection au Galien? Bon, les critères ont dû changer. Ont dû changer, hein. Mais on insistait beaucoup sur la conformité. Quand tu annonces que c'est un reportage, qu'on constate effectivement que c'est un reportage. Ça veut dire quoi? C'est s'assurer que les gens maîtrisent les normes professionnelles. Il ne faut pas annoncer un magazine et on écoute, on se rend compte que ce n'est pas un magazine. Donc c'est disqualifié d'office. Et là, le problème qu'on avait lors des jurys, les journalistes ne maîtrisaient pas les normes professionnelles. Quand tu annonces un magazine, on voit que c'est un magazine. Il est structuré, magazine radio, il est structuré en 3 parties. Il y a une ligne conductrice, une introduction, des questions qu'on pose, etc., etc. Bon, bref. Donc, à l'époque, c'était ça. Le souci qu'on avait, la non-maîtrise des normes professionnelles. Voilà. Et chevalier de l'ordre national du Burkina en 2003, chevalier de l'ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication en 2008, chevalier de l'ordre national du Burkina en 2014 et j'en passe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? Bon, est-ce qu'on peut dire comme ça? En fait, je suis en ce moment commandeur de l'ordre national. C'est le dernier grade que j'ai eu. Bon, moi, je ne pose pas ça en termes d'objectifs. J'ai constaté qu'on m'a fait des propositions. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Objectif, non, ne cherchez pas des objectifs. Dans ma vie, j'ai cherché d'être utile à mon prochain. Voilà. J'aimerais pouvoir dire à un moment donné, j'ai été utile à ma famille, j'ai été utile à mon pays. C'est là que j'aurais atteint mon objectif. Et parlant de famille, que représente la famille pour vous? Mais la famille, c'est ça qui nous fait vivre. La famille, c'est l'arbre de paix. Quand vous avez quitté les angoisses, les pressions et toutes sortes de difficultés au boulot, la famille vous accueille bras ouverts. Mais il y a des familles où il y a le stress également. Oui, c'est possible. Mais vous devez faire en sorte que la famille, là, ce soit l'arbre de paix. Là, vous allez vous ressourcer et récupérer. Et que quand vous descendez, vous êtes pressé de rentrer à la maison pour pouvoir libérer tous les stress quotidiens. Donc, la famille, c'est important dans la vie. Voilà. Mais il faut une certaine cohésion dans la famille. Papa et maman, les enfants ensemble. Et il est important pour les catholiques. Je suppose aussi que les chrétiens, c'est la même chose. De prier ensemble. Et de mettre Dieu au centre de votre famille. Si c'est le cas, les choses iront dans le meilleur du monde. D'accord. Et quels sont les loisirs de M. Ilboudo? Bon, M. Ilboudo, j'aime danser. Et je me rappelle avec mon épouse, 31 décembre, on passait ça dans les boîtes de nuit. Mais maintenant, comme on est fait plus vieux, on n'y va pas. Mais j'aime danser, j'écoute la musique. J'ai des instruments, je joue à la musique, j'ai une guitare, j'ai un piano, et je suis très sensible à la musique religieuse en particulier. Et je lis. Maintenant, je me rappelle quand on était étudiant, on nous demandait de lire au moins un livre par mois. Maintenant, avant il fallait aller acheter, maintenant vous n'avez pas besoin d'acheter. Sur Google ou machin, vous avez la littérature. Donc, après la danse, la musique, c'est la lecture. Et quand mes petits-enfants viennent, je joue avec eux. Au ballon. Vous savez toujours jouer au ballon? Oui, avec les petits-enfants. Quand ils viennent, j'ai aménagé un espace où il y a un terrain de football et puis un machin de basketball. Quand ils viennent, c'est un petit réduit, quoi. Je joue là-bas. Donc, vous aimez danser? Après l'émission, vous allez nous faire une petite démonstration. Ah non, surtout pas. À mon âge, là, on ne danse plus. D'accord. Monsieur Ilboudo, notre deuxième partie tire vers sa fin.
Et est-ce que vous avez une citation d'encouragement à l'endroit des jeunes? Au coin des jeunes, oui. Je disais seulement tout ce qui doit être fait doit être bien fait. C'est ça qui m'a poussé d'ailleurs dans le domaine de la formation. Pour dire, dans le domaine de la formation, on ne doit pas se contenter de l'à peu près. On doit être brillant, viser l'excellence. Donc, ce qui doit être fait doit être bien fait. Alors, retenez ceci, tout ce qui doit être fait doit être bien fait. C'est ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Ilboudo. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.